Bonjour à tous, bienvenue dans mon studio, et moi c'est Cinégeek. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique, et oui ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné de critique. Dans cette vidéo on va parler des 3 films qui pour moi ont sauvé le cinéma 2017. Parce qu'on sait tous que le cinéma 2017 c'est très mal parti avec Kong Skull Island, Alien Covenant, même si j'ai aimé Alien Covenant, et me tapez pas s'il vous plaît. Les Gardiens de la Galaxie 2, donc moi je dirais pas qu'il est mal parti parce que du coup il a été quand même assez cool, mais niveau scénario tout ça, eh ben c'est un peu la chute. C'est-à-dire qu'en ce moment, dans l'actualité, le cinéma hollywoodien est en train de s'effondrer parce qu'il est en manque d'inspiration. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous retrouverez plein de reboots ou de remakes du genre Blade Runner 2049, une nouvelle trilogie Star Wars, et plein d'autres choses. Heureusement est arrivé juin, juillet et août, et là ça a été vraiment la place de l'originalité. Justement, ces 3 films viennent de 3 réalisateurs: Luc Besson, Matt Reeves, Christopher Nolan. Donc si vous connaissez ces 3 réalisateurs et que vous êtes assez bon en cinéma, vous devriez savoir de quoi on va parler. Je vais commencer du moins bon et finir au meilleur. Attention, cette vidéo est totalement subjective, donc ce n'est que mon avis. Donc si vous souhaitez exprimer votre opinion, je vous invite à aller dans les commentaires et à dire ce que vous pensez des films. Sinon, aux gens rageux qui disent que j'ai des goûts de merde, allez vous faire voir, vous écrirez dans le vide. C'est parti. On a Valérian de Luc Besson. Valérian, c'est d'abord à l'origine une bande dessinée écrite par Jean-Claude Mézières et Pierre Christin en 1967. Un conseil, lisez le comics. Le comics c'est bien, vous apprendrez un peu plus sur tout ce qui se passe par exemple dans l'univers de Valérian, notamment l'Exospace, tout ça, donc vraiment c'est une bonne bande dessinée. Attention, avant que je commence aussi la critique du film, ne dites pas que Valérian c'est une copie de tous les grands films de science-fiction, non. La bande dessinée Valérian a inspiré tous nos grands chefs-d'œuvre de science-fiction. Les films de science-fiction qui sont une copie de Valérian. Donc s'il vous plaît, je ne veux pas entendre ça dans les commentaires. Merci. Déjà pourquoi la BD est bien? Parce que les couleurs des dessins sont vives. Ensuite c'est bien écrit, donc je dis c'est bien écrit, c'est scénaristiquement bien écrit, parce que la police d'écriture, alors elle est bien écrite, c'est gros et c'est un peu étroit, donc du coup les lettres en fait elles sont super collées, limite les phrases sont collées à elles-mêmes, enfin je veux dire il n'y a pas de mots qui se détachent, donc c'est un peu compliqué à lire. Sinon c'est de la très bonne BD française, c'est vraiment de la bonne BD parce que le papier sent bon, ça sent à moitié le carton plus papier d'impression, et dessus on a plein de petits dessins, enfin petits motifs, tout ça, donc vraiment c'est de la bonne bande dessinée. Donc si vous cherchez une bande dessinée française, bien écrite, tout ça, même intelligente et tout, prenez Valérian. Donc déjà on a une preuve de plus que la culture française est à l'origine des grands films de science-fiction grâce à Jean-Claude Mézières et Pierre Christin, et aussi l'affaire cinématographique avec Luc Besson, parce que c'est lui qui a fait 5e élément, Lucie, etc. Donc c'est vraiment lui qui a lancé la science-fiction en France. Maintenant, je vais parler plus sérieusement. Est-ce que le film est à la hauteur de la bande dessinée? Oui, clairement oui. Il y a plein de points qui font que Valérian est à la hauteur de la bande dessinée. Déjà, l'univers, je vais commencer par les bons points, l'univers est super bien respecté. C'est-à-dire qu'on retrouve plein de personnages issus des comics, par exemple les Shingoos, si vous préférez les Jar Jar Binks, qui cette fois ne sont pas détestables, je vous rassure. On a l'Exospace, le vaisseau mythique de Valérian et Laureline, et qui a également inspiré le Faucon Millenium. Ne croyez pas que George Lucas a juste fait ça sur un hamburger, il a été aussi copié sur l'Exospace. Ça vous dit peut-être rien, mais si vous comparez les deux images entre l'Exospace et le Faucon Millenium, en plus un plan cinématographique du Faucon et un plan de bande dessinée, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc ça a été bien copié quand même. Donc déjà je vais commencer aussi par le point qui vraiment est très important. Donc le bon point qui vraiment est très important, c'est qu'il y a une beauté visuelle qui est vraiment très impressionnante, et qui fait que voilà, c'est beauté visuelle qu'on n'a pas vue depuis 8 ans. Donc 8 ans, donc vous voyez la sortie d'Avatar. C'est très beau, il y a des couleurs partout, donc encore un truc qui respecte la BD au niveau des couleurs qui sont très vives. Et donc c'est un très bon point là-dessus, c'est un des points d'ailleurs les plus importants. On a ensuite une mise en scène qui est très intéressante, et je vais prendre l'exemple des Pearls. Les Pearls, si vous voyez pas ce que c'est, ce sont les personnages qu'on peut voir dans la bande-annonce, que je vais appeler les avatars, parce que ça a été repris des avatars, mais bon, les avatars ça vient de Valérian.
C'est un point fort parce que justement, il y a les émotions des Pearl sont bien exprimées. Alors vous allez voir à quel plan du début du film, parce que ça se passe pendant le début du film, mais j'ai pas envie de vous spoiler non plus. C'est assez dur quand même de parler sans spoiler. Ou alors une scène de course-poursuite entre l'exospace et des vaisseaux d'Avatar. Et franchement, c'est une très belle scène. Enfin, c'est vraiment une bonne scène d'action, je crois des meilleures que j'ai vues dans le cinéma, parce que il y a une sorte de travelling en fait qui suit le vaisseau, donc tous les mouvements du vaisseau, et ensuite on a une musique à l'arrière qui donne de l'adrénaline, et donc la scène est, voilà, donc je me répète, est faite sur l'action et l'adrénaline, donc ça rend une mise en scène assez cool. Surtout, ce que j'ai remarqué, et qui est quand même une énorme prise de risque par Luc Besson, c'est que l'image traduit les paroles des aliens. Donc les avatars, je reprends la scène des avatars, au début du film, ils se parlent, on n'a aucune traduction. Et en fait, la traduction, on la voit grâce au plan qui présente en fait, les dialogues. Globalement, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'image traduit les dialogues des Pearl. Et moi, je trouve ça super intéressant, surtout une énorme prise de risque, parce que bon, 15 minutes quand on entend des personnes parler sans traduction, c'est un peu chiant. Franchement, c'est bien, parce que là, tu te fais pas chier et tu sais ce qu'ils font. De toute façon, Luc Besson a introduit à ces créatures en fait une espèce de lumière là qui réagit dans leur tête, qui exprime en fait toutes leurs émotions. Alors je crois que t'as le noir, c'est quand ils sont tristes, t'as le rouge, c'est quand voilà, ils ressemblent, bah justement c'est rouge. Et puis voilà, donc il y a vraiment une volonté de traduire par l'image et de laisser justement l'image parler à la place des dialogues. Ensuite, on a aussi quelques passages, des travelling qui sont super intéressants, qu'on a pu voir aussi ou encore dans des extraits du film qui sortent parfois avant la bande-annonce, quand vous avez Valérian qui est en tenue cosmique et qui traverse des murs et tout, enfin qui traverse toute la cité en courant, sautant, tout ça. On a des travelling qui le suivent, de très beaux travelling, qui font des zooms, tout ça, et en fait on a une sensation de la sensation de hauteur, donc comme on avait eu justement un peu dans Avatar, et c'est vrai qu'on a une sensation de hauteur, c'est-à-dire qu'il filme le vide et en même temps ses pieds, enfin on a une bonne sensation, en fait on a l'impression d'être à sa place et ça donne vraiment un truc qui est super cool à vivre. Et limite, le film c'est un roller coaster. Surtout le point que je veux mettre en évidence là-dedans, c'est que le film, si vous avez l'occasion, allez voir le film en 3D. Et moi je l'ai vu en IMAX 3D, j'en ai eu l'occasion, et franchement ça donne un truc de fou. Et en fait on a l'impression d'y être, on a l'impression d'être à la place des personnages. Souvent quand on a des petits fragments qui arrivent vers nous, des petits objets, bah vraiment ils se rapprochent de ta tête, limite à te piquer le nez tellement ils se rapprochent de toi. Donc c'est vraiment un truc, une expérience à vivre et c'est super cool. Rassurez-vous, je vous parle de bonne 3D, je vous parle pas de 3D qui fait saigner des yeux. Parce qu'en fait là, cette 3D là, elle a un superbe détail. Valérian en fait c'est un film qui est super bien détaillé, niveau des décors, tout ça. Donc du coup ça rend un truc vachement beau. Et même si c'est beaucoup l'utilisation de fond vert, en fait les fonds verts tu les vois pas tellement c'est réaliste. Donc franchement allez le voir en 3D. Je me répète plein de fois, mais allez le voir en 3D. Pas une obligation, ça paraît une obligation, mais non, c'est surtout un gros conseil. Après, on va passer au mauvais point, donc il y en a que deux. Donc je vais commencer par celui qui est moins important, parce qu'on le voit à certains passages, qu'il y a des dialogues qui sont un petit peu niais, des moments. Et justement, ces dialogues un peu niais, bah, c'est un peu issu du comics aussi. Donc après, je ne critique pas ce point-là, enfin si, je le critique quand même, parce que bah, les personnages, du coup, ça les rend pas vraiment intéressants. Parfois, c'est même énervant. Après, c'est la voix française aussi, donc est-ce que la version anglaise, la VO, est mieux? Je le verrai en VO pour faire le comparatif, donc ça c'est un des points les moins importants. Mais celui que j'ai repéré qui est vraiment pour moi et le point très important, c'est qu'il y a une légère confusion, même un peu trop gênante parfois, dans l'intrigue. C'est-à-dire qu'on passe par au moins 5 ou 6 problèmes différents que vont rencontrer les... Alors ça aussi c'est issu du comic, donc je respecte ce point-là. Mais pas trop non plus, parce que justement c'est un peu mal apporté je trouve. C'est-à-dire qu'en plus les deux aventures sont pas trop reprises, parce que les aventures sont pas trop reprises par rapport à la BD, parce que dans la BD on avait des aventures où justement qui étaient toutes liées dans un épisode, et à la fin t'arrivais à une sorte de bilan, de conclusion, ou de synthèse si vous préférez. Et là en fait le problème c'est que c'est des aventures qui ne sont pas liées du tout. Et du coup ça fait une petite confusion qui est assez gênante, mais sinon après le film reste quand même très bon,
Et donc j'ai envie de vous conseiller, donc franchement, allez voir Valérian, c'est un conseil. Donc Valérian tient une note de 8 sur 10, c'est ça. Le film suivant, c'est un film de Matt Reeves, vous avez compris, on va parler de La planète des singes 3, donc La planète des singes adaptée du roman de Pierre Boulle. On va commencer déjà par les bons points, parce que franchement il y a énormément de bons points dans ce film, il y a même presque pas de mauvais points, mais un seul qui moi m'a déçu personnellement. Si vous allez voir La planète des singes pour un film d'action avec beaucoup d'explosions tout ça, allez-y, mais que pour la fin du film, sinon vous allez vous faire chier. Donc moi personnellement je trouve que La planète des singes 3 il est moins bien que le deuxième, parce que le deuxième pour moi il est vraiment super cool. Par contre celui-là je l'ai beaucoup aimé quand même. Alors ce qu'on ressent beaucoup justement à la place de l'action dans ce film, c'est, je vous avais déjà expliqué pour Logan, c'est voilà, cette sensation d'instinct de survie. Les personnages vieillissent, évoluent, tout ça. Du coup ça change un peu à la place de La planète des singes, donc avant ce préquel où les singes dominaient, et là cette fois c'est les hommes qui dominent. Pas un spoil parce que vous avez bien vu dans la bande-annonce, à un moment donné les singes ils sont capturés, donc je suis désolé, regardez les bandes-annonces aussi. Dans le film il y a justement à la place de l'action, donc je vous ai dit de l'instinct de survie, mais aussi de la tension tout au long du film. Parce qu'en fait, je reprends par exemple la scène de la capture des singes, on a de la tension parce qu'on se dit mais comment vont-ils faire, parce que déjà ils sont dans une prison qui est super sécurisée, et donc ça amène beaucoup de tension, et on se dit, bah, est-ce qu'on va perdre nos personnages attachants? Surtout, ce que j'ai retenu du film, c'est une bonne morale sur, un peu philosophique, même sur la vengeance, et justement le fait d'oublier les différences entre des espèces différentes de celles des humains. Ça se répète ce que je dis, mais vraiment c'est une bonne morale, parce que en fait c'est une morale qui ne nous fait pas oublier que en fait les singes et nous, tout ça, on est pareil, on prend soin ça pour des abrutis, mais faut pas oublier que ce sont nos ancêtres quand même, et qu'on a été comme ça à une époque, donc à l'époque préhistorique, et que ce sont nos ancêtres. Il y a même les aborigènes d'Australie, c'est une civilisation qui a moins été développée que nous, c'est-à-dire ils ont encore des têtes un peu d'hommes préhistoriques, moins, mais ils ont quand même la tête assez embourbée, donc faut pas oublier que ce sont nos ancêtres, qu'il faut les respecter, et puis que on a surtout aussi, dans les bons points, une scène de fin mélancolique, émouvante, et un des plus beaux travelling que j'ai vu dans l'histoire du cinéma, qui exprime tout ce qu'on a vécu, toutes les aventures qu'on a vécues, et franchement, moi je dis, ça mérite un Oscar. En plus, c'est lent, mais c'est pas un travelling qui est super rapide et tout, c'est un travelling qui est lent, qui passe et qui est droit niveau cadrage caméra, donc vraiment c'est une très bonne chose. Dans le film il y a toujours des dialogues utiles, ce qui prend le film vraiment au sérieux, parce que de toute façon dans tous les Planètes des singes ça a toujours été sérieux, on n'a jamais eu une grosse pointe d'humour. Là on n'a aucune scène de ménage ou de dialogue humoristique pour dire que voilà, on a une scène humoristique, mais ça se fait pas par les dialogues, ça se fait par l'image, donc c'est différent. On n'a aucun dialogue qui font que bah, c'est un film débile. L'antagoniste principal qui est super stylisé et pour moi être un des meilleurs méchants que j'ai vu de tout le cinéma aussi. C'est-à-dire vous avez souvent deux formes de méchants. Vous avez les méchants au passé douloureux et vous avez les méchants très méchants et les gentils très gentils. Ça rappelle un peu le côté méchant très méchant, mais comme on nous a tellement habitués en ce moment à un côté méchant passé douloureux, ça devient un peu chiant et du coup ça revient sur le long terme et puis ça fait pas méchant très méchant. On va passer à un seul mauvais point pour moi qui gâche un peu le film. Je vous ai dit que le film ne jouait pas sur de l'action comme un gros blockbuster américain. De toute façon, La planète des singes j'ai noté, comme je vous l'ai dit, blockbuster, mais pour moi c'est pas un blockbuster, sauf pour la fin. Et justement c'est cette fin qui gâche un peu le tout parce que on a des scènes un peu qui sont surréalistes et voilà, vous voyez, avec des cuves à gaz géants qui explosent de partout. On sait même pas d'ailleurs ce que foutent des grosses cuves à gaz comme ça. C'est un danger, un gros danger, alors pourquoi les foutent-ils là? Ça c'est typiquement américain. Je ne suis pas anti-américain, parce que j'aime beaucoup de films américains justement. Ça devient un peu surréaliste vers la fin, ça gâche un peu le tout, sachant que le film a surtout joué sur des trucs d'instinct de survie et de l'attention, sans aller trop loin dans l'action. Donc ça gâche un peu le tout, mais bon, après ça reste quand même un très bon film et ça fait perdre un petit point. Franchement, le film, je lui mettrais la note de 9 sur 10. Et enfin, nous arrivons
au grand gagnant, donc la première place du podium, à savoir Dunkerque de Christopher Nolan. Et oui, dans les bons points, on a une chronologie typique du réalisateur, à savoir Christopher Nolan part toujours de ses repères, du coup ça crée son orientation, son organisation, et on la voit. En fait, Christopher Nolan, dans le film, il va partir sur 3 vies différentes. En fait, il va partir dans le domaine de l'armée de terre, de l'armée de l'air, et il va partir côté de l'arrière, justement. L'arrière, c'est tout ce qui touche les civils. Chaque camp va avoir une chronologie. Donc il y en a un, c'est une semaine, un jour, et un, il me semble que c'est 2 ou 24 heures, je sais plus, avant la bataille. Et justement, il concentre tous ces points-là, et tu vois qu'au fur et à mesure, tu vas avoir des petits signes qui font que justement, tu sens que la guerre arrive, et tu vois le temps diminuer avant la guerre, et à la fin, tous ces personnages, tous ces camps vont se rencontrer pour affronter les ennemis ensemble. Aussi, on a une immersion dans le film qui est ultra stressante et prenante. Et pourquoi stressante? On a un chrono, on entend toujours le son d'un chrono, et on l'entend sous des rythmes différents. Et en fait, ce qui est intéressant chez ce chrono, c'est que quand il y a de la guerre, on sent qu'il va se prendre un truc sur la tête. Et quand ça l'est plus, quand il y a des dialogues et qu'il n'y a pas de chrono, tu te dis ça va aller. Par contre, quand il y a pas de dialogue et quand il y a le chrono qui résonne, tu fais ah ouais, là c'est moins bien. Par contre, là on a des chances de se prendre un truc sur la tronche. Et justement, c'est le chrono qui te communique tout ça. Et le chrono s'arrête juste à la fin, donc la fin de la guerre. Et pendant tout le film, le chrono, donc c'est le même son, mais il a différentes sonorités. Donc comment ça fait comme ça. Et puis parfois il va faire voilà. Et ce sera toujours un chrono qui sera fait sous différents rythmes de son, de musique, enfin voilà. On a une sorte de torture sensorielle. Alors sensorielle, je n'ai pas la définition en tête, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait sensoriel, c'est quand c'est des trucs qui sont ultra impressionnants et qui t'immergent dans le film comme si tu y étais. Et justement, cette expérience sensorielle, ça se fait par exemple les sons des avions qui sont super bien repris. D'ailleurs, sur les sons, c'est super bien détaillé, c'est-à-dire on entend tous les petits bruits de ferraille, donc ceux qui s'y connaissent en Seconde Guerre mondiale, on entend tous les petits bruits de ferraille, tout ça. Donc c'est vraiment des bruits qui sont super détaillés, super réalistes. Même le bruit des bombardiers allemands est vraiment stylé. Cette torture sensorielle fait qu'on croit qu'on va jamais s'en sortir ou qu'on n'arrivera jamais à suivre, enfin à fuir en fait. Et donc on a l'impression d'y être dans la peau d'un soldat. Donc encore un point sur l'immersion et justement cette torture sensorielle qui se marie très bien avec. En plus, il y a les dialogues, il y a une grosse prise de risque parce que, comme je vous ai dit, donc il n'y a pas de dialogue, donc pour nous dire que soit il y a de la guerre, soit il n'y en a pas. Mais malgré qu'il n'y ait pas de dialogue, comme il y a des plans, des séquences, tout ça, enfin, la façon dont le film est tourné, on ressent quand même les émotions des personnages. Par exemple, quand ils font des gros yeux, tout ça, on se dit bah là ils sont en stress. Aussi, il y a un très bon point dont j'en ai un peu parlé, c'est le réalisme. Le réalisme est très bien pris en compte, c'est-à-dire qu'on ne sort pas au-delà du réel, contrairement aux films de guerre sanglants, avec des explosions partout. Là, les explosions, on ne croyait pas que vous allez voir du feu. Et alors certes, il y a du feu. Par exemple, quand tu as un bombardier qui arrive sur la plage, tu vas pas avoir du feu, tu vas avoir de la terre, quoi. Enfin de la terre qui virevolte de partout. Ou encore, je sais pas, je vous prends un exemple, il y a des soldats qui se sont tués, donc oui, il y a un peu de sang, mais j'ai dû voir une seule fois une goutte de sang, tellement il n'y en a pas. Il n'y a aucune goutte de sang, parce que déjà Nolan a affirmé sur Allociné que justement il en avait un peu ras-le-bol des films avec du sang. Il voulait justement un film à un public adapté pour que tout le monde en fait le voit et prenne conscience de la guerre. En fait, surtout le but de ce film, je pense, c'est de prendre conscience de la guerre pour adultes et petits. Le film ensuite est tourné en pellicule et moi je trouve que c'est un bon point aussi parce que justement comme ça se passe dans les années 1940, la bataille de Dunkerque, donc bataille de Dunkerque, oui, j'ai pas fait de développement dessus, donc c'est la grande débâcle là quand les Allemands arrivent sur les plages. Le fait que ce soit tourné en pellicule, ça rappelle un petit côté assez ancien de ce qui s'est passé. Je mets la note de 10 sur 10 à ce film. Pour moi, le cinéma 2017, pour faire un bilan donc, entre juin, juillet et août,
ça a été surtout en fait, enfin pour ce début en tout cas, c'était surtout de rappeler que l'image est importante par rapport au scénario. Rappelez-vous que dès que les frères Lumière, dans les années 1895, ont créé le cinéma, sachez qu'il n'y avait pas de son, il y avait de la musique, mais les paroles n'existaient pas, il n'y avait même pas de musique des fois. Donc il faut aussi rappeler que le cinéma, ce n'est pas que du texte. Si vous voulez du texte, achetez un livre. C'est aussi le travail de l'image. Moi aussi, je vais pas faire focus, je suis très attaché à tout ce qui est scénario. Pour moi, c'est ça la représentation du début du cinéma 2017. Ça a mal marché. Bon après, on va se l'avouer aussi, donc pour moi, peut-être que pour les réalisateurs, c'était ça leur message. Mais on va quand même se l'avouer que le cinéma 2017, au niveau des studios hollywoodiens, ils l'ont avoué même, qu'ils étaient en très grand manque d'inspiration, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a un gros manque d'originalité, qu'on retrouve des films qu'on a déjà vus auparavant, qui sont mythiques et qui sont parfois pétés. Et donc moi je trouve ça un peu con. Au moins on a eu 3 réalisateurs qui ont bien rattrapé le cinéma 2017 et qui pour moi étaient la place de l'originalité dans le cinéma d'aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne séance à vous!